bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario politique explosif qui pourrait se dérouler au Bundestag, le Parlement allemand, fin 2025. Un scénario explosif? De quoi s'agit-il? D'un engagement financier qui donne le vertige. On parle d'un montant qui pourrait atteindre 1000 milliards d'euros pour l'Ukraine. 1 000 milliards, c'est colossal. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. Les documents que nous avons analysés montrent comment ce débat met en lumière les fissures profondes de l'Allemagne contemporaine. On va parler de dette, j'imagine. De dette, oui. Mais aussi de souveraineté, de confiance trahie et de la fragilité d'une nation face à des pressions internes et externes qui convergent toutes au même moment. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce scénario intense. On part d'une motion déposée par un parti d'opposition, l'AfD, et c'est cette motion qui cristallise tout le débat autour de ce chiffre clé, 1000 milliards d'euros. Et ce chiffre transforme tout. Complètement. Il transforme une discussion sur la solidarité internationale en une question très concrète, presque brutale, sur l'avenir du contribuable allemand. Il s'agit de comprendre comment ce chiffre devient une arme politique et comment il révèle toutes les tensions qui couvent. C'est pas une prédiction, mais l'exploration d'une réalité politique potentielle. Et c'est très révélateur. 1 000 milliards d'euros. Rien que de le dire, ça paraît irréel. L'analyse insiste sur le fait que ce n'est pas une aide classique, mais une dette. Qu'est-ce que ça change? Tout. Parce que financé par l'emprunt, il y a une formule qui est citée et qui est d'une clarté redoutable. Les dettes sont les impôts de demain. C'est une formule choc. Ça change complètement la perspective. On ne parle plus d'un don généreux un peu abstrait, mais d'une hypothèque sur l'avenir des citoyens allemands. Ce n'est pas une dépense ponctuelle qu'on oublie. Non. C'est un fardeau qui s'étalerait sur des décennies, avec des intérêts qui s'accumulent. Concrètement, cette nouvelle dette massive entrerait en concurrence directe et féroce avec toutes les autres priorités nationales. C'est-à-dire, Chaque euro emprunté est un euro retiré aux retraites, à la rénovation des ponts et des routes qui s'effritent, au financement des hôpitaux ou à la sécurité intérieure. l'analyse donne des exemples concrets de cette compétition. Oui, l'idée, c'est que cela créerait un arbitrage politique permanent et très douloureux. Faut-il repousser de 10 ans la modernisation du réseau ferroviaire? Faut-il geler les pensions? Faut-il réduire les budgets de la police fédérale? Des choix impossibles. La source suggère que cela limiterait la marge de manœuvre financière de l'Allemagne de manière quasi irréversible. Pas pour un an ou deux, mais pour une génération entière. Une génération. Oui, les choix faits en 2025 engageraient le pays jusqu'en 2050 au bas mot. Et j'imagine que l'Allemagne ne prend pas cette décision dans son coin. Le scénario décrit une pression énorme de la part de ses alliés. Immense. L'analyse la décrit comme une triple pression. D'abord, Bruxelles qui invoque la solidarité européenne et attend de l'Allemagne, en tant que première puissance économique, qu'elle montre l'exemple. Logique. Ensuite, Washington qui exige une fiabilité stratégique, c'est-à-dire un soutien inconditionnel à la politique de l'Alliance. Mais on pourrait voir cette pression différemment, non? Du point de vue de Washington ou de Bruxelles, cette solidarité, c'est peut-être juste le prix à payer pour faire partie d'une alliance en temps de crise. L'analyse explore cet autre point de vue. Elle ne prend pas vraiment parti, mais elle souligne que ces termes, solidarité, fiabilité, loyauté, qui semblent nobles et abstraits, se traduisent tous au final par une seule et même chose, une pression financière concrète et croissante sur le budget allemand. C'est une convergence d'attentes qui pointe toutes vers le trésor public allemand. Le transformant en financeur de dernier ressort. Donc, on a une pression financière externe à son comble. On pourrait penser que c'est le principal problème du gouvernement, mais l'analyse montre qu'au moment où tous les regards sont tournés vers l'extérieur, une crise interne totalement inattendue vient frapper. Oui, c'est un véritable point de bascule dans le récit. Une panne de courant massive frappe Berlin. Pas une petite coupure de quelques heures. Non? Non, un blackout majeur causé par ce qui est présenté comme un acte de sabotage sur des infrastructures critiques. Concrètement, qu'est-ce que ça provoque? L'analyse décrit une capitale complètement paralysée. Les transports publics à l'arrêt, les communications coupées, les feux de signalisation éteints, les hôpitaux tournent sur des batteries de secours. C'est un rappel brutal de la vulnérabilité d'une société hyper moderne. Mais là où ça devient incroyablement ironique, et c'est un point que l'analyse souligne avec force, Laissez-moi deviner. Les générateurs? exactement,
Pour réalimenter en urgence les infrastructures vitales de la capitale allemande, les autorités doivent réquisitionner des générateurs industriels qui étaient sur le point d'être expédiés en Ukraine. Utiliser les générateurs prévus pour Kiev pour sauver Berlin. L'ironie est mordante. C'est presque une scène de film. Le symbole est d'une puissance dévastatrice pour le gouvernement. C'est un contraste saisissant qui s'impose à tous. D'un côté, la promesse d'un engagement de 1000 milliards pour un pays étranger. De l'autre, l'incapacité à protéger ses propres infrastructures. Et la nécessité de reprendre le matériel d'aide pour faire fonctionner sa propre capitale. La question des priorités n'est plus du tout théorique. Elle devient une évidence brutale pour chaque Berlinois plongé dans le noir. Comment justifier de telles dépenses à l'extérieur quand l'intérieur se révèle si fragile? Cette fragilité, cette crise de confiance, ça crée un climat délétère. Et c'est dans ce contexte qu'une vieille affaire non résolue refait surface pour empoisonner encore plus le débat. Le sabotage du gazoduc Nord Stream? Précisément, cette affaire n'est plus seulement une énigme géopolitique, elle devient une question juridique brûlante. Le scénario de l'analyse introduit un nouveau développement majeur. Lequel? Le 10 décembre 2025, la Cour fédérale de justice allemande, la plus haute instance judiciaire du pays, aurait fuité une note interne, Une note qui dit quoi? qui indique que l'attaque a été très probablement commanditée par un État étranger. Une cour fédérale allemande, ce n'est pas une simple tribune politique. C'est l'autorité judiciaire suprême. Le fait que ça vienne d'eux, même en fuite, ça officialise le soupçon à un tout autre niveau. Ça lui donne un poids considérable. On ne parle plus d'un acte isolé d'un groupe obscur, mais bien d'une opération étatique. Et le détail le plus troublant, c'est la ligne de défense, qui serait celle d'un suspect ukrainien arrêté dans l'enquête. Qui dit quoi? Il aurait réaffirmé que son acte faisait partie de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si je comprends bien l'insinuation de la source, on ne parle pas juste d'une non-objection. On parle d'une possible complicité à un certain niveau de l'État ukrainien dans un acte de guerre contre l'infrastructure de son principal soutien financier. C'est exactement le nœud du problème. C'est une accusation d'une gravité extrême. Si cette thèse était validée par un tribunal, elle impliquerait directement une responsabilité étatique. Le cadre change complètement. On passe d'un sabotage déjà grave à un acte de guerre mené par un pays allié contre son partenaire, contre les intérêts vitaux de son partenaire. Et face à cette bombe politique et juridique, L'analyse décrit un silence assourdissant du gouvernement allemand, une absence d'enquête transparente. Et ce silence est perçu non plus comme de la prudence, mais comme une tentative de dissimulation. ce qui doit détruire complètement la confiance. Pas seulement avec le public, mais au sein même de l'establishment. Nord Stream devient le symbole de la confiance brisée. Et cette méfiance contamine absolument tout le reste du débat. C'est la question qui hante les couloirs du Bundestag. Si on ne peut pas faire confiance à nos partenaires sur une affaire aussi fondamentale, comment leur signer un chèque en blanc de 1000 milliards d'euros? La transition est parfaite parce que c'est l'autre point de friction majeur soulevé dans les documents. Le manque total de contrôle sur cet argent. Le terme chèque en blanc revient sans cesse. C'est le cœur de l'argument de l'opposition dans ce scénario. Elle dénonce une absence totale de garde-fous. C'est-à-dire, Il n'y aurait aucun plafond clair aux dépenses, aucun calendrier précis et surtout aucun mécanisme de suivi indépendant et vérifiable. donc une aide sans condition. Une aide sans condition, sans transparence, et cette crainte est exacerbée parce que l'analyse décrit de nouvelles révélations de corruption à haut niveau en Ukraine, Dans quel secteur? des affaires qui toucheraient des secteurs aussi sensibles que l'énergie, la défense, les marchés publics. L'argument est simple, si des milliards disparaissent déjà avec les niveaux d'aide actuels, que va-t-il se passer quand on ouvrira les vannes en grand? C'est une question logique. Et l'analyse souligne un point très important. Cet argent qui s'évapore en temps de guerre ne disparaît pas dans un trou noir. Il réapparaît. Il réapparaît. Il finance les marchés noirs, il enrichit les réseaux criminels et c'est le plus dangereux, il alimente le trafic d'armes international. Donc des armes sophistiquées fournies par l'Occident se retrouveraient sur des marchés illégaux. C'est ça. Le risque n'est donc pas seulement une perte financière, mais un enjeu de sécurité majeur pour toute la région et même au-delà. Ce n'est plus une question morale de bonne gestion. C'est une question de sécurité très concrète. Les flux d'armes illégaux qui en découlent ont le potentiel de déstabiliser des régions entières pendant des décennies bien au-delà des frontières de l'Ukraine. On ne fait qu'armer un État en guerre.
on arme potentiellement aussi des organisations criminelles et terroristes pour les années à venir. Le chèque en blanc n'est pas seulement un risque financier, c'est un risque stratégique. Et ce mélange explosif, la dette, la panne, l'affaire Nord Stream, la corruption, quel effet ça a sur le climat politique en Allemagne? Un effet toxique. Le débat se polarise à l'extrême, mais paradoxalement, il perd toute précision. Il ne s'agit plus d'analyser les faits, mais de s'invectiver. Comment ça se manifeste? Les partis au pouvoir accusent l'opposition de populisme, de faire le jeu de l'ennemi. L'opposition accuse le gouvernement d'inaction et de brader les intérêts nationaux. Les chiffres même deviennent des armes, j'imagine? Complètement. Des sommes colossales comme 1000 milliards sont lancées dans l'arène politique sans aucun contexte, sans la moindre mise en perspective. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça représente par rapport au PIB allemand? Par rapport au budget annuel de la défense? Cette analyse de fond, essentielle à une décision éclairée, est totalement absente du débat public tel qu'il est décrit. Les chiffres sont juste utilisés pour choquer, pas pour informer. Et les médias, dans tout ça, l'analyse, critiquent leur rôle? La source est assez sévère. Elle suggère que certains grands médias se focalisent sur la posture, sur l'attitude des politiques, plutôt que sur le fond. Le débat est présenté comme un match de boxe. Qui est pour? Qui est contre? Qui a eu la meilleure punchline? Et l'analyse rigoureuse des mécanismes financiers, des implications juridiques, Tout cela est relégué au second plan. ce qui doit créer un fossé énorme entre la perception du public et le discours officiel. C'est exactement ça. D'un côté, un gouvernement qui parle de responsabilité internationale, de destin historique. De l'autre, des citoyens qui voient une facture vertigineuse, une infrastructure nationale qui flanche, une affaire de sabotage non élucidée et une corruption galopante. L'impression, c'est que les décisions sont déjà prises. Oui. L'impression qui se dégage et qui est très forte dans l'analyse, c'est que les décisions sont déjà prises en coulisses, loin du regard et du consentement des citoyens. Le débat parlementaire n'est plus qu'un théâtre. Si on fait le bilan, le tableau est sombre. On a une dette massive qui hypothèque l'avenir, des questions de souveraineté face aux pressions des alliés, une vulnérabilité interne spectaculairement exposée et une confiance totalement érodée. On a l'impression que les décisions prises à Kiev ou à Bruxelles ont des conséquences directes et de plus en plus lourdes à Berlin. C'est la conclusion de l'analyse. Ce n'est pas de la politique abstraite, ce sont des choix aux conséquences bien réelles. Toute cette architecture financière reposant sur la dette se traduira un jour par une facture. Une facture concrète que chaque foyer, chaque entreprise devra payer, soit par des impôts plus élevés, soit par des services publics dégradés ou une économie affaiblie. Les décisions ont des conséquences factuelles, pas seulement rhétoriques. C'est un rappel assez brutal à la réalité. Et l'analyse se termine sur cette idée: sans transparence, la confiance s'effrite. Et sans confiance, toute politique de soutien, aussi ambitieuse soit-elle, est vouée à l'échec. Elle perd son socle le plus essentiel, l'adhésion des citoyens. Ce qui nous amène à une dernière question, une question à méditer. Laquelle? Si la confiance est le fondement de toute alliance, comment un partenariat peut-il survivre lorsque des questions aussi existentielles sur la responsabilité et la transparence restent sans réponse, non pas entre adversaires, mais entre ceux qui sont censés être les plus proches alliés? C'est la question qui reste en suspens. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.